Ouais, mais je sais pas, j'ai quand même un pressentiment que c'est pas moi que vous applaudissez quand même. Hein. Parce que vous savez là quand même que vous allez passer en compagnie de Perrine Kennisson qui va le soumettre au grill de toutes ces questions. Vous allez passer un bon moment quand même. Hein. Donc je ne vais pas vous faire tout le palmarès de Jean-Pascal Zadi, mais c'est vrai quand même qu'il nous a fait bien rire quand il faisait beaucoup de stand-up, qu'après il est passé devant et derrière la caméra. Mais j'ai quand même envie, est-ce que je peux dévoiler, Perrine, l'anecdote qu'il nous a racontée sur l'île? Oui, parce que Lille, il va falloir un petit peu se rattraper quand même de cette anecdote, je crois. Ah ouais, alors là, bon, il nous a raconté, on parlait avec lui juste avant d'entrer en scène, donc il est venu tourner à Lille L'amour ouf. Et le soir, il avait envie, avec ses potes Raphaël Quenard et François Civil, d'aller... ouais, non, mais il y a du lourd, d'aller en boîte à Lille, parce qu'on s'amuse en boîte à Lille. Et donc, ils sont arrivés tous les trois devant la boîte, donc vous voyez, là, quand même, il y a du lourd. Et vous savez quoi, Lille? Ils se sont fait refouler. Moi, alors là, je trouve que c'est la meilleure anecdote de Lille, moi qui suis sans arrêt en train de dire oh, mais Lille c'est génial, oh, mais Lille le public, oh, mais Lille tout le monde. Eh bien voilà l'anecdote de Jean-Pascal Zadi que je vous demande d'accueillir triomphalement. Bonjour Jean-Pascal Zadi. Bonjour Perrine, ça va? Ça va? Bonjour Lille. Lille, alors je sais que vous venez d'applaudir, mais quand même, vu l'anecdote qu'on vient de raconter, est-ce qu'on peut redire à quel point Jean-Pascal Zadi est le bienvenu à Lille, s'il vous plaît? Non, mais c'est vrai que pour moi, Lille, c'est la ville où je me suis fait recaler. Donc, et j'étais au téléphone avec Raphaël, on en parlait tout à l'heure, et il était fou ce jour, franchement. Donc là, finalement, je pense que là, si vous tentez, si tu tentes une boîte, on se tutoie, on se vous voit. Allez, vas-y, tutoie-nous. Ok, bon, on se tutoie, c'est bien ça, c'est tranquille. Ouais. Bon, là, je pense que ce soir, si tu tentes une boîte de nuit, a priori, on va pas recaler. Hein, ça sera... C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, ouais. C'est pas sûr. Donc là, le but du jeu de cette masterclass, tu t'en doutes, c'est de raconter ton parcours, de raconter ta vie, de voir un petit peu ce que tu as fait, ce que tu regardes. Et justement, j'ai envie de commencer par ça, ce que tu regardes. Et surtout, ce que tu as regardé quand tu étais un petit Jean-Pascal. Un tout petit Jean-Pascal, parce que je crois que le premier rapport vraiment à la fiction, à l'image, c'était plutôt le cinéma, en réalité. On est dans un festival de séries, mais c'était plutôt le cinéma. Ouais, c'était plutôt le cinéma et le foot. Pour être vraiment sincère avec toi. Donc quand j'étais petit, je regardais beaucoup de matchs de foot à la télé. Et le cinéma, c'est arrivé après, avec les films à la télévision, avec toute ma famille. En fait, moi, j'ai 8 frères et sœurs, donc on est 9. Et j'allais pas beaucoup au cinéma. Et on était, comme on était beaucoup, les seuls moments où on était ensemble, où on vivait ensemble, où on vivait un truc ensemble, c'est quand on regardait les films à la télé. Donc mes premiers souvenirs de cinéma, c'est les films à la télé, je sais pas, c'est La Grande Vadrouille, c'est L'Arme Fatale, Le Flic de Beverly Hills. J'avais pas de... Pour moi, le cinéma, c'était les trucs que je voyais à la télé, quoi, des trucs populaires, quoi, voilà. J'en ai mis quelques-uns, là, normalement, que tu as cités. Hein, La Grande Vadrouille, L'As des As aussi, je crois, oui, un petit peu. L'As des As, gros classique. Il y en a quelques-uns, oui, un petit peu. Oui, Jean-Paul Belmondo, ouais. Mais j'ai l'impression que maintenant, Jean-Paul Belmondo, c'est un peu une ref, un peu de vieux. Parce que quand j'en parle à mes enfants, ils comprennent pas, en fait. Je leur ai montré, mais ils comprennent pas. Mais ouais, moi, Jean-Paul Belmondo, pour moi, c'est vraiment la base des bases. J'aime trop ce gars-là, j'aime trop le sourire qu'il avait, le charisme. Pas très beau gosse, mais quand même beau gosse. Beaucoup de charme. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'était pas... Mais on aimait bien la classe et tout, la beauté du gars. Et ouais, Jean-Paul Belmondo, pour moi, c'est la base.
Et justement, ce cinéma, parce que c'est beaucoup de cinéma populaire, c'est-à-dire du cinéma que tout le monde aime bien, à quel point tu crois que ça a eu un impact sur toi, ce cinéma-là? Ben, ça a eu un impact total. En fait, moi, j'ai découvert le cinéma pour réfléchir un peu quand j'ai rencontré des meufs, quand j'avais genre 20 ans, 22 ans. C'est après que j'ai découvert que non, le cinéma aussi, tu réfléchis, tu machin. Moi, ma culture de cinéma, c'était rigoler, l'action, Jean-Claude Van Damme. C'est toute ma vie, ça a été des films comme ça, en fait. Et donc, ça m'a beaucoup impacté parce que quand je fais mes films ou mes séries, je les fais pour le peuple et pour que les gens y regardent, en fait. Je le fais pas dans un truc de ah ouais, c'est mon plaisir à moi et tout, nanana, je m'en fous de ça. Quand je fais un truc, je fais ça vraiment pour les gens. Ouais, l'idée, c'est de partager, en fait. Exactement, ouais. Et parfois, c'est partagé et parfois, non. Parce que le public dit c'est nul. Ça peut arriver, ouais. Le public, voilà, le public est quand même assez roi, finalement. Et donc, Oui, c'est clair, c'est clair. C'est eux qui décident, en fait. C'est le public qui décide. Et quand tu fais un truc et que les gens y regardent, pour moi, c'est accompli à 100%. j'ai envie de parler aussi d'un petit peu côté série. Si je dis Seconde B, si je dis Hélène et les garçons, ce genre de choses, ça c'est on grandit avec ça. C'est des gros classiques pour moi, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons, c'était les séries que je regardais quand j'étais plutôt jeune sur TF1, tout ça, parce que c'était les premiers trucs où il y avait des jeunes. En fait, à la télé, parce qu'avant les séries, c'était plutôt Colombo, je sais pas, Agence Touriste, Santa Barbara. Là, je parle vraiment aux gens de ma génération. Et quand Hélène et les garçons c'est arrivé, c'était la première fois qu'il y avait des jeunes à la télé, tout ça. Avec du recul, j'ai compris que c'était pas ouf. Mais à l'époque, quand je regardais ça, j'étais fasciné. Et puis surtout, je les trouvais hyper stylés. Je les trouvais bien habillés et tout. Nicolas, je trouvais qu'il avait trop de style et tout. Quand je le voyais dans ses vêtements, je disais, il est trop stylé, la chance. Donc ouais, c'est les premiers trucs. Seconde B aussi, le truc qui passait sur la 2 là, je regardais ça aussi pour les mêmes raisons, quoi, parce que c'était les premières séries françaises où il y avait des jeunes, quoi. Mais en plus, j'aimais bien parce que dans Hélène et les garçons, ils étaient toujours, ils revenaient de répète. Genre, c'était une super répète. On n'a jamais vu une note de musique, mais c'était une super répète. Non, mais mets du respect sur eux quand même, parce que c'était un sacré groupe. Et pour moi, c'était trop bien de regarder Hélène et les garçons. Avec mes sœurs aussi. Mes sœurs, j'ai des grandes sœurs un peu qui me forcent aussi un peu, qui me forçaient un peu. Déjà, elles me mettaient un peu du vernis des fois quand j'étais petit avant. Et j'avais pas envie, mais elles le faisaient quand même. Et du coup, comme elles aimaient bien Hélène et les garçons, moi aussi j'aimais bien parce que j'adorais mes sœurs, parler avec elles et tout. C'était aussi un moyen de passer du temps ensemble, comme le cinéma finalement. Tout à fait, oui, tout à fait. C'était un moyen de rester tous ensemble, assis au salon, regarder un truc, partager un truc. Mais je t'ai pas dit aussi, mais il y a une série vraiment que j'ai découverte avec mon petit frère un jour avant d'aller au foot. C'était Salut les musclés. Pour moi, c'est un gros classique. Pour moi, Salut les musclés. Au début, je regardais pas parce que je les trouvais un peu. Je disais, c'est qui Framboisier, tout ça. Et un jour avant d'aller au foot. Avec mon frère, je sais pas ce qui s'est passé. Tac, on a mis la télé, tac, on a commencé à regarder. Il gueugue, Framboisier, tout ça, tac. On a dit avec mon frère, mais ils sont trop marrants, bordel! Et du coup, après, on a beaucoup regardé les trucs avec les musclés. Après, il y a eu la croisière des musclés, tout ça. Et ouais, j'ai tout regardé, je regardais. Il y avait des super chansons, des musclés. La merguez partie, personnellement, c'est ma préférée. Trop bien, ouais, la mousclada, il y avait plein de trucs. Que des tubes, finalement. Ouais, j'assume, il n'y a pas de problème. Et je crois qu'il y a une autre série aussi qui t'a pas mal marqué, mais avant qu'on en parle, j'aimerais bien qu'on regarde quelque chose, si ça vous va. Il y a des fans. Mais calmez-vous, c'est pas ma série. Non, mais ça représentait quoi, justement, le Prince de Bel-Air? Enfin, moi, j'adore, j'ai grandi avec ça, j'avais envie de chanter tout le long, là, mais qu'est-ce que ça représentait pour toi? J'ai arrêté, on se tutoie, on a dit. Vas-y, voilà, ouais. En fait, le Prince de Bel-Air, quand ça sort, je suis ado et j'habite en Normandie et on est la famille un peu de seuls noirs dans ma ville. Et donc, du coup, quand le Prince de Bel-Air, ça arrive, ça me montre qu'en fait, tu peux être noir, tu peux être stylé, et que le hip-hop, c'est bien, et que tu peux t'affirmer, et que c'est pas une honte et tout. Parce que voilà, c'était difficile de se positionner, parce que j'avais pas de référent, des trucs comme ça. Et donc, quand le Prince de Bel-Air, ça arrive, du coup, ça me permet de m'affirmer, moi, en tant qu'être humain, et d'être fier de ce que je suis. Et je vois que voilà, lui, il est trop stylé, il est trop cool et tout. Et donc, ça me donne un peu confiance en moi, quoi. Parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi quand j'étais petit. Donc c'est un peu de la représentation aussi, c'est-à-dire... on peut l'applaudir, mais... Oui,
c'est un peu la représentation, mais bon, c'est aux États-Unis, tu vois. C'est aux États-Unis, mais en tout cas, ça me permet d'avoir un peu plus confiance en moi. Parce que j'aimais bien Hélène et les garçons, mais Le Prince de Bel-Air, ça m'a mis un autre coup de boost. Oui, et puis il y a du rap. Oui. Aussi. Ah ça, oui. c'est quelque chose qui parce que le rap, maintenant, c'est très populaire, mais c'était pas tout à fait pareil début des années 90, quoi. Non, c'est vrai. Le rap, le rap, pour moi, ça a été vraiment une culture très, 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 très importante. Parce que, déjà, je me suis mis à faire de la réalisation, à tourner des trucs parce qu'il y avait le rap, parce que j'ai fait des clips de rap. Et le rap, c'est pareil. C'était pour moi un truc incroyable. Je me rappelle quand j'étais jeune, je vais avoir 13-14 ans, il y avait un son de Tupac qui était sorti, Tupac Shakur, un rappeur américain, et la cassette, elle était sortie. Les cassettes, on va expliquer aux plus jeunes. Les cassettes, c'est des trucs, des objets un peu carrés comme ça qu'on mettait dans un poste, et on mettait lecture, et la musique est passée. Et donc il y avait une cassette de Tupac qu'on m'avait donnée, et je me rappelle, j'avais écouté la cassette toute l'après-midi, tout seul, dans une cave. Bon, ça veut dire que j'allais pas très bien déjà, mais j'avais passé ma journée à écouter Tupac, tellement la musique pour moi c'était important, ça me remplissait de quelque chose. Et d'ailleurs la musique, je crois que c'est la chose qui m'a fait comprendre, en tout cas à mon échelle à moi, que Dieu il existait. Parce qu'en fait, quand j'ai écouté de la musique et que ça me touchait, je me disais mais si de la musique qui est pas matérielle, ça peut me toucher le cœur. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de encore plus grand qui peut me toucher. Bon, ça c'est les athées, faut pas écouter. Mais je me suis dit, mais c'est vrai que si juste la musique ça me touche, alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de un peu plus grand que je vois pas qui peut me toucher aussi. Ça a été très très important pour moi la musique, le rap et tout. Ça m'a permis de m'exprimer, ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis de pas avoir honte de moi. C'était trop important le rap pour moi. Est-ce que justement le rap, c'était une porte d'entrée pour se dire tiens, je pourrais faire une carrière artistique? Parce que est-ce que c'est quelque chose auquel tu pensais quand tu étais petit, genre tiens, je vais faire une carrière artistique? Non, pas du tout. Mais en fait, quand le rap est arrivé et qu'il y avait plein de jeunes qui rappaient, tout ça, plein de gens qui rappaient, je me suis dit ouais, je vais essayer. Mais j'ai pas essayé genre parce que je me sentais bon ou quoi que ce soit. C'était juste pour faire quelque chose, quoi. Parce que voilà, on galère, on n'a rien à faire. Voilà, les gens, vas-y, viens, on rappe. Ouais, vas-y, viens, on y va. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans le rap et tout. Mais ça m'a vraiment permis d'éclairer beaucoup de choses dans mon cerveau. Ouais, c'était avec La Cellule, notamment. Exactement. Je vais montrer un petit clip. Alors, je tiens à préciser qu'il est assez pixelisé, parce que c'était 2006 et que visiblement l'Internet de 2006, c'est pas l'Internet de 2026. Oh, on en est là, maintenant, au truc, là. Même pas 10 minutes, tu mets un clip. Vas-y. T'as vu ? Ouais, vas-y, y a pas de problème. J'assume, on est là, on assume. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais non, faut pas se cacher. Non, tranquille. Mais on comprend pourquoi ça n'a pas marché. L'essentiel, c'était de faire des trucs. Alors, t'es déjà hyper choupi, là, parce qu'à un moment donné, avec des... Voilà, en plus, torse nu, pas peur, rien. Ouais, non, j'aime bien me mettre torse nu. Je suis un peu... Ça fait longtemps, je suis un peu exhibe, ouais, un peu... Mais il y a autre chose, je parle torse nu, mais il y a autre chose qui m'a marqué, c'est le t-shirt. Il y a un t-shirt avec la tête de Renaud dessus. Ouais. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de héros populaires de cinéma, mais Renaud, c'est un chanteur aussi populaire et engagé. Et donc, c'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un en tout cas, et c'est quelque chose qui représente ce que tu voulais faire aussi. Ouais. Renaud, ça fait partie pour moi des vraies références que j'ai dans la vie. J'ai deux chanteurs que j'adore de la culture française. Il y a Serge Gainsbourg et Renaud. Et donc là, c'était un pote du frère de Renaud qui m'avait donné le t-shirt. Et Renaud, j'aimais trop en fait ce qu'il dégageait, j'aimais trop les messages qu'il véhiculait, j'aimais bien la simplicité du gars. En fait, j'aime bien les héros de la culture populaire. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc quand je rappais, je me suis dit, vas-y, je vais mettre... j'ai envie de mettre le t-shirt de mon chanteur préféré. Et je mets le t-shirt... Il n'y a aucun rappeur qui fait des trucs comme ça. C'est pour ça que les gens nous ont rejetés. Mais j'étais trop content de mettre mon t-shirt de Renaud parce que ça fait partie vraiment des figures, des modèles et tout que j'adore.
Mais justement, la chanson des Holoback, c'est aussi le nom du premier documentaire que tu as fait. Et il y a eu comme ça plusieurs films que tu as pu faire avant. Justement, est-ce que c'était aussi le premier endroit où tu as pu te confronter justement à la mise en image, à faire des images, raconter quelque chose par toi-même? Ouais, en fait, je travaillais chez Benetton. J'ai travaillé pendant 2 ans là-bas et je me suis rendu compte que travailler, vendeur, tout ça, c'était pas mon truc. Donc je me suis dit, je voulais choisir ma vie. Et donc j'arrête de travailler chez Benetton, je trouve une excuse, je me fais virer, tout ça, et je touche pendant 2 ans les acédiques. Et quand je touche les acédiques, je sais pas si on dit acédique maintenant encore. Non, je sais pas. On dit quoi? Ouais, le chômage. Travail. Ouais, voilà, je touche pendant 2 ans le chômage et à ce moment-là, je réfléchis à ma vie, je me dis qu'est-ce que je peux faire et je décide d'aller à la Fnac et j'achète une caméra avec la carte Fnac. À l'époque, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais tu allais à la Fnac avec ta carte d'identité, ton RIB et tu pouvais faire une carte Fnac et t'acheter tout ce que tu voulais pour 1 500 €. Et donc le premier truc que j'achète, c'est une caméra. Et avec la caméra, je galère un peu, j'ai rien à faire. À côté de moi, il n'y a que des gars qui veulent rigoler tout le temps, ils me fatiguent. Et je dis, vas-y, j'ai envie de faire un documentaire sur le rap, parce que je connaissais plein de rappeurs. Et avec ma caméra, je passe mon temps à marcher dans la rue, à traîner la nuit et à interroger des rappeurs que je croise et tout. Et de fil en aiguille, de petits trucs que je tournais comme ça pour mon plaisir, ça devient un documentaire sur le rap. Et je me rappelle que quand j'ai eu le premier montage de mon documentaire sur le rap, c'est là en fait que tout a été clair dans ma tête et que là mon destin il s'est joué à ce moment-là. Parce que je me suis dit, faire un film, c'est juste prendre des images comme ça les unes après les autres et tu racontes une histoire. C'est que ça un film. Et donc du coup j'ai dit mais non mais là ils sont foutus avec moi. Donc j'ai fait le premier documentaire sur le rap et tout qui s'appelait des Holoback où je filmais les rappeurs indépendants. Et ça m'avait un peu frustré parce que c'était que un documentaire. Et un jour je marchais dans la rue avec mon frère. Et mon frère, il me regarde et tout, il me dit, mais pourquoi tu fais pas un film? Je dis, ah ouais, c'est vrai, pourquoi je fais pas un film? Et du coup, j'étais dans le bus, je partais voir un pote à Bagnolet, et il y avait un mec qui était à côté de moi qui avait une caméra, qui avait un sac à dos, mais un sac à dos de caméra. Et je lui dis, il y a quoi dans ton sac et tout? Il me dit, ouais, il y a une caméra et tout. Je dis, ah ouais, je dis, tu fais quoi la semaine prochaine? Il me dit, ouais, je suis en école de cinéma et tout, mais vas-y, ça me saoule et tout. Je dis, vas-y, viens la semaine prochaine, on fait un film. Il me dit, ok, il m'a donné son numéro. Après, je suis rentré chez moi, j'ai écrit genre 4 vieilles pages d'un scénario vraiment nul. Et du coup, j'ai appelé mon gars là, il s'appelle Cédric Simoneau, je dédicace d'ailleurs. Et après, j'ai écrit le scénar, j'appelle tous les rappeurs, beaucoup de rappeurs qui étaient dans mon documentaire des Holoback. Et je dis, vas-y, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. On tourne pendant 5 jours, 5-6 jours. Avec la caméra de mon pote et un autre mec, un ingé son, qu'il avait un pote. Mon pote avait un pote ingé son et tout. Bref, je m'exprime mal. Et je fais le film pendant 4 jours. Et je finis le montage et je vois ça fait un film, frère. Je vois que chaque jour, tout ce que j'ai fait là, ça fait un film. Je fais quoi? C'est aussi simple que ça, un film. Tu prends un pote qui a une caméra, tu prends un autre gars qui a un ingé son, tu dis, toi, viens, tac, tac. Les gens, ils viennent pendant... Le film était nul, il n'y a pas de problème. Mais je viens de faire un documentaire avec une caméra que j'ai pris à la Fnac. Je viens de faire un film avec une caméra d'un mec que j'ai rencontré dans le bus. J'ai dit attends. Donc déjà, je sors le film là, cramé, en DVD, tout ça. Je me fais arnaquer par un pote qui me dit ouais, vas-y, je te produis. Le film était déjà produit, frère. Il me dit vas-y, je te produis. Je sors le DVD, t'inquiète, c'est la famille, tout. Il a sorti le DVD. Et comme il n'y avait pas beaucoup de films avec des rappeurs avant, il a sorti à la Fnac au rayon rap. Il a pressé, je crois, 3000 DVD. Tout est parti en même pas 2 mois. J'ai dit, ah ouais? Bien sûr, il ne m'a pas donné l'argent, évidemment. Et je dis, ah ouais, truc de ouf. Là, il y a un mec qui était dans le film, qui s'appelle Alpha 520. Il me dit, vas-y, moi, j'ai un petit peu d'argent et tout. Vu que tu as fait un documentaire et un film, viens, je te donne 20 000 €. Tu fais un film pour moi où c'est moi le héros. Mais à l'époque, 20 000 €, c'était 2 millions. 20 000 €, c'était extraordinaire. Il m'a dit, je te donne 20 000 balles, fais un film et tout, c'est moi la star du film et tout. Tac. J'ai dit, vas-y, ok, pas de problème. J'ai écrit un petit scénar, vite fait, là, un truc là. Non, quand même pas mal. C'était un peu Scarface, mais version africain, tu vois. Ça s'appelle African Gangster. Exactement. Et donc, je fais le film et tout, taf. Alpha 520, il sort le film et tout, là, carton de fou. Il presse 10 000 DVD. Les 10 000 DVD, ils partent en 2 semaines. Et là, pour moi, clou du spectacle,
T'as vu à l'époque dans le métro, ça c'était en 2010, des trucs comme ça. Dans le métro, il y avait des personnes qui vendaient des faux films dans le métro comme ça et tout. Oui. Un jour, je passe dans le métro, je vois African Gangster par terre, à côté de Mission Impossible, machin, tout ça et tout. J'appelle ma mère et tout. Maman, là, je viens de faire un film et tout. Les gens, ils le vendent dans la rue. Ouais, c'est ça, African Gangster et tout. Ma mère, elle dit, mais calme-toi. Je dis, non, mais c'est un truc de fou et tout. Tac. Après, je fais African Gangster. Après, je dis, ouais, mais c'est pas vraiment mon film parce que je l'ai fait pour un mec et tout. Je dis, vas-y, il faut que je fasse un 3e film. Et là, du coup, je connaissais un peu plus ce que c'est faire un film. Donc, j'appelle des potes et tout. Je dis, vas-y, je vais faire un faux film, un faux documentaire et tout. Ça va s'appeler Sans pudeur ni morale et tout. Nanana. J'ai écrit un scénario, j'ai tourné le film. Et donc, en 3 ans, j'ai fait genre 3 films autofinancés et tout ça que j'avais sorti en DVD. Mais vu que je voyais pas de réalisateur qui me ressemblait à la télé, je me disais pas que j'étais réalisateur. Je me disais, ouais, je suis un gars qui se débrouille, qui fait des trucs. Mais le terme genre réalisateur, j'arrivais pas à le dire. D'ailleurs, à l'époque, quand mes parents ils me demandaient qu'est-ce que je faisais, je disais, ouais, je suis dans l'audiovisuel. Je disais pas cinéma, série, film. Je disais, ouais, je suis dans l'audiovisuel. Et c'est comme ça que j'ai fait les 3 premiers films. Waouh, j'ai envie de dire waouh. Mais surtout, ce qui est fou, c'est vraiment en fait, tu as vu que c'était possible et donc tu y es allé. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, tout à fait. Et tu parlais tu voyais pas de réalisateur que tu ne sentais pas représenté non plus. Ouais. Je vais parler d'une autre série qui, je crois aussi, t'a beaucoup marqué en termes de représentation aussi. Vas-y. Qu'est-ce que ça a marqué, H, quand ça arrive ? En fait, je trouve que Jamel Debbouze, on lui rend pas assez hommage en France. Alors que je le pense vraiment. Je pense que Jamel Debbouze, c'est vraiment quelqu'un qui a chamboulé la comédie française et qui a chamboulé le cinéma français. Parce que Jamel, il est arrivé et il nous a montré que, en fait, tout est possible et qu'on peut faire ce qu'on veut, à condition bien sûr de travailler, mais de montrer sa singularité. Parce que la force de Jamel, c'était qu'il était très singulier et qu'il était lui-même, et que ça marchait et qu'il n'avait pas besoin de se prendre pour quelqu'un d'autre. Donc quand Jamel, Eric et Ramzy, ils arrivent sur Canal+ avec H, il y avait eu Le Prince de Bel-Air avant, qui m'avait quand même mis une claque, et là je vois H, bon, Jamel était déjà connu parce qu'il faisait des trucs à la télé, tout ça, et là je vois la série H et tout. Bon, moi, à l'époque, je devais avoir 19, 20 ans. Je ne m'étais pas encore dit que je voulais travailler dedans et tout. Mais juste de voir qu'il y a un mec comme Jamel qui existe, en fait, ça m'a fait tellement du bien. Et pourtant, Jamel, il ne m'a pas spécialement aidé. Je dis ça, je dois être un des seuls, d'ailleurs, que Jamel n'a pas... Parce que tout le reste, Jamel a fait des trucs pour eux. Moi, je dois être un des seuls. Mais non, je rigole. Il a fait un truc pour moi parce qu'il est né, en fait. Et parce qu'il a fait la carrière qu'il a fait. Non, mais c'est vrai. Franchement, Jamel, ce tendance ça, c'est sympa. Hein. Oui. Et Jamel, vraiment, c'était vraiment une lumière pour moi, quoi. Vraiment, il m'a beaucoup apporté. Et je trouve qu'on le met pas assez en avant en France, alors que c'est le boss, quoi. C'est le boss. Mais après, voilà, je parlais aussi d'Eric et Ramzy, qui sont aussi dans cette veine-là, qui sont aussi des pionniers, qui sont aussi des gens qui ont amené quelque chose. Ça fait, je sais pas, 30 ans qu'ils sont là. Et j'ai eu la chance de tourner avec Ramzy, de tourner avec Éric Judor aussi. Et d'ailleurs, Éric, quand il a tourné dans En Place, il allait voir ma sœur et tout. Parce que moi, j'ai jamais dit à Éric que j'étais fan d'eux et tout. Je peux pas. Il va trop se foutre de moi. Et donc, quand on tournait En Place, il a été voir ma sœur, elle était là et tout. Il a dit, est-ce que JP, il était fan de moi? Et ma sœur a dit, ben oui, qu'il était fan de toi. Et elle a tout gâché, celle-là. Et ça fait quoi de tourner avec ses idoles? Non, mais en fait, ce qui est super, c'est que plus les gens ils sont talentueux et plus ils ont fait des grandes choses, plus ils sont simples. Éric Judor, tu le vois, franchement, il parle comme si c'était un mec normal. Ramzy, pareil. Jamel aussi, j'ai appris à le connaître et tout. C'est vrai que ce sont des légendes, mais ils te parlent vraiment simplement, humblement. Quand je fais même des trucs et tout, Jamel, il m'envoie des messages pour me féliciter, tout ça. Ils sont très... C'est des mecs cool, quoi, et c'est tout à leur honneur. Ça, c'est chouette. Enfin, c'est chouette en plus d'entendre parler comme ça des autres en bien. Enfin, je trouve ça vraiment... Ouais, mais attends que je commence à les critiquer, tu vois. Ouais. Et ceci est la deuxième partie de... Non, jamais.
Donc, justement, parce que c'est aussi des figures de la comédie, hein, Jamel, Eric, Ramzy, c'est vraiment des grandes figures de la comédie. Et c'est un peu par là aussi qu'on a vraiment fait votre connaissance, enfin ta connaissance, je vais y arriver, Jean-Pascal, par la comédie et par l'événement Tout Simplement Noir. Justement, avant de rentrer dans Tout Simplement Noir, j'aimerais bien qu'on regarde. Alors, l'extrait du début, c'était dans Carrément Craignos, mais en fait, il y a un peu la même idée dans les deux. C'est est-ce que pour faire rire, déjà, il faut savoir se moquer de soi. Ouais, je pense. Ah ouais, c'est obligé. Je pense que pour faire rire les gens, il faut d'abord rire de soi. C'est obligatoire. Si tu veux rire des gens et pas te moquer de toi, bah t'es méchant en fait. Donc il faut déjà montrer que tu as l'humilité de te foutre de ta gueule et que tu es mieux que personne et que voilà, si tu ris de toi en premier, les gens sont prêts à rire après avec toi, je pense. Et donc là aussi, on voit dans cette intro, c'est vraiment le début de Tout Simplement Noir. Bah, en fait, on voit aussi, genre, oui, je suis un gars du métier. Est-ce que ça fait pas un peu référence justement à ces films d'avant où vous avez testé plein de choses, enfin, où tu as testé plein de choses, en fait. Oui, non, mais le personnage de. C'était faux documentaire aussi. Oui. Le mec de Tout Simplement Noir, le JP Zadi de Tout Simplement Noir, c'est un mec qui veut en être en fait, mais qui n'en est pas vraiment. Donc, c'était à l'époque, hein, de l'eau a coulé sous les ponts. On peut dire que le métier, c'est moi maintenant. Je rigole. Non, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Oui, c'est quelqu'un qui veut en être, qui veut se mettre en avant et tout, mais qui n'a pas vraiment les qualités. Et donc, le seul moyen qu'il a de se mettre en avant, c'est de dire qu'il est noir et de revendiquer ce côté-là. Donc, c'est ça qui me faisait rire. C'est qu'il prenait une vraie cause, un vrai enjeu politique. Et parfois, ça se mélange entre ses ambitions personnelles et la cause qu'il défend. Et j'aime bien la frontière trouble de ce truc-là, du gars qui fait semblant de s'intéresser à une cause, mais en vrai, il s'en fout complètement. Tout ce qu'il veut, c'est se mettre en avant. C'est un peu comme les hommes politiques, en fait. Ouais. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Bonjour. Salut, Xavier Bertrand. Mais justement... Tu parles de politique, mais justement, c'est quoi le projet c'était quoi ton projet quand tu as eu l'idée de Tout Simplement Noir? Parce que c'est drôle, mais c'est très politique aussi. Oui, parce qu'en fait, je suis d'une famille où la politique, ça faisait vraiment partie de nos discussions. Et ma mère était très, très, très engagée, mon père aussi. Et donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où la politique était très présente. Moi, quand j'étais gosse, mon père, il pouvait mettre une cassette d'un discours de Thomas Sankara dans le fond, et puis nous, on parlait comme ça. Donc, j'ai grandi comme ça. Et donc, la politique, ça fait vraiment partie de l'engagement. En tout cas, ça fait vraiment partie de mon travail. Et j'arrive pas à faire des choses où il n'y a pas d'engagement derrière. Et les blagues gratuites et tout, j'y arrive pas. Moi, j'ai toujours besoin qu'il y ait un fond derrière et qu'on raconte quelque chose qui me parle, en tout cas. Justement, je vais montrer un autre extrait de Tout Simplement Noir, où justement on va parler justement de cette écriture à la fois pour la vanne, mais justement pas que. Ok. Des noirs de cul dans la neige, c'est du Ken Loach. Moi, cette phrase, elle est culte, personnellement. Mais Et là, elle est sortie du contexte. Là. Oui, mais... Mais non, justement, comment une scène comme ça, parce que je l'ai arrêtée, mais en vrai, elle est beaucoup plus longue et ça devient, en fait, Lucien Jean-Baptiste pète un câble, littéralement. Justement, comment on écrit ça? Est-ce qu'on écrit d'abord pour faire rire ou parce qu'aussi on a quelque chose, parce qu'il y a aussi beaucoup de fond là-dedans. Voilà, comment on écrit ça? Bah, en fait, comment on écrit ça? C'est d'abord un propos. C'est d'abord qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et là, dedans, j'avais envie de parler du entre guillemets conflit entre les Africains et les Antillais. Voilà, ça c'est le fond de la scène. Et après, comment faire rire avec ça? Bon bah après, tu prends du recul et tu essayes de trouver les trucs qui te font rire toi. Mais ça aurait pu être pas marrant en fait. C'est juste que là, il se trouve que c'est marrant. Mais tu prends, voilà, on avait envie de parler du conflit africain contre antillais, et après on prend Fabrice Eboué et Lucien Jean-Baptiste, on essaye de prendre du recul. Chacun, fallait qu'ils aient du recul quand même sur eux. Chacun critique le film de l'autre, et après ça part encore un peu plus loin. Mais la base, c'est déjà le message. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et je pense que c'est un peu drôle parce que ça raconte quelque chose de sérieux. Si c'était que de la blague pour être que de la blague, je sais pas si ça aurait été aussi marrant.
Mais justement, dans le film aussi, on voit qu'il y a beaucoup. Enfin, c'est très drôle, il y a plein de choses, mais il y a aussi des moments assez émouvants, notamment sur la fin, particulièrement. On fait la différence quand d'un seul coup, c'est plus pour rire, en fait. Ouais. Bah, moi, j'aime bien, en fait, l'idée de faire rire et en même temps raconter des choses et en même temps être ému. Je crois que le cinéma, à la base, c'est ça. C'est un objet dans lequel tu passes par différentes émotions. Alors moi, le rire, c'est hyper important pour moi parce que ça m'a permis d'évacuer plein de choses dans ma vie. Mais comme aussi, j'ai des moments où je suis triste, des moments où je suis pas bien. Donc j'aime bien mélanger tous les registres dans les trucs. Donc Tout simplement noir, c'est hyper important pour moi parce que c'est un film qui a été très très fondateur pour moi. Ça m'a donné confiance en moi, en ma manière d'écrire. Parce que comment j'ai fait Tout simplement noir, faut que je vous raconte. À la base, alors, à la base, j'avais fait un making-of sur Coexister. Un film avec Fabrice Eboué, Ramzy, tout ça et tout. Et Jonathan Cohen. Et Jonathan Cohen, mon Jojo, que j'adore. Et j'avais fait le making-of et le producteur du film, comme sur le making-of, on rigolait bien, on se marrait bien avec tout le monde et tout, il m'a dit... Et tu faisais Pink Kalash, c'est ça dans Ouais, j'avais fait un petit rôle dedans, Pink Kalash, qui avait plutôt pas mal marché. Et le producteur, il m'a dit, mais vas-y, mais toi, t'es pas mal et tout, tu rigoles bien, t'es un bon gars, tout, t'as pas des trucs et tout, nanana. Moi, j'avais un scénario tout simplement noir que j'avais essayé de vendre depuis longtemps, mais personne ne me calculait. Et du coup, le gars qui produisait le film, qui s'appelle Marc Vadé, il était directeur de production sur Coexister, il est passé directeur de production chez Gaumont. Et quand il est arrivé chez Gaumont, il m'a dit, vas-y JP, t'as pas des petits scénars, des trucs comme ça? Et du coup, je lui ai envoyé Tout simplement noir, et il a lu Tout simplement noir, il m'a dit, mais c'est pas mal ça, mais qui va réaliser ça? J'ai dit, bah moi. Il a dit, mais qui va jouer? J'ai dit, bah moi. Et j'ai vu qu'ils n'ont rien dit à la réunion, tout ça. J'ai dit, bon, ok, personne ne dit rien. Et après, ils m'ont dit, mais tous ceux que tu as écrits dans le scénar, là, ils sont là, ils ont accepté de jouer et tout. J'avais mis Omar, Fabrice, Judor, tout le monde, je connaissais personne. Et je suis arrivé dans leur bureau, j'ai dit, mais ils ont tous accepté, bien sûr qu'ils ont accepté. Et tout, donc du coup, après, on signe le contrat, tout ça et tout. Bah vas-y, viens et tout, c'est bon, tu vas réaliser le film et tout. Bah t'appelles tous tes gars, tu leur dis le tournage et tout. Et du coup, tout ce que j'ai fait dans Tout simplement noir, en fait, je l'ai fait dans la vraie vie. Je suis parti voir chacun des gars, mais pas pour faire une marche, pour jouer dans mon film. Donc j'ai été les voir et tout, ouais. Ah oui, et Judor, il m'a raconté que quand je l'ai vu, c'est le premier gars qui a accepté, c'est Eric Judor. Pour ça, je l'aime trop. Et quand j'ai été voir Judor, je lui ai dit, ouais, vas-y, viens dans le film, il y a Omar qui a accepté et tout. Il a dit, ah ouais. Oh, le mytho. Et en fait, Omar, il était un peu au courant. Et du coup, quand j'allais voir, ouais, lui, il a accepté. Après, tout le monde a dit oui. Et à la fin, quand le film est sorti et tout, Judor, il a découvert que j'avais menti. Tout le monde a découvert que j'avais menti, mais c'était trop tard. Ils étaient dans le film. Ouais. C'est tout au culot, en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il fallait oser et qu'il fallait... De toute façon, j'avais pas le choix, vu que je connaissais personne et j'avais pas de contact et j'étais pas vraiment acteur et j'avais réalisé des films que j'avais autofinancés et j'avais l'impression que j'allais être le seul moteur qui allait bouger quelque chose dans ma vie. Je savais que personne n'allait m'aider, ni mes parents, ni mes amis, ni personne. Je savais que personne n'allait m'aider et que si je faisais rien, il allait rien se passer. Donc quand je suis arrivé dans le bureau de chez Gaumont, j'ai joué mon va-tout, frère. Je dis ouais, c'est bon, t'inquiète, ils ont tous accepté tout ça. Il fallait que quand je sorte de ce bureau-là, que ce soit réglé, sinon j'étais foutu. Et donc on m'a saisi une fois, on m'a donné une fois l'opportunité de faire un truc et j'ai saisi ma chance. Mais ce qui est trop super avec cette histoire, c'est que mon scénario de Tout simplement noir, je l'avais envoyé à plein de boîtes de prod avant. Tout le monde avait dit que c'était nul. Tout le monde. Tout le monde avait dit que c'était nul, les noirs, ça intéresse personne. J'avais eu des réponses de fou. Et quand mon film a été nommé au César, les gens qui m'avaient dit que c'était nul, eux, ils se rappelaient plus qu'ils m'avaient dit que c'était nul. Mais moi, je les voyais. Oh, JP, t'es tellement formidable. C'est tellement super. Dans ma tête, je disais, ah bon, hein. Aujourd'hui, je suis formidable. Hein. Quand j'étais en galère, le film était nul. Et donc, mais je leur en ai jamais voulu. Je pense que ça sert à rien d'en vouloir aux gens et que c'était mon destin et que ça devait se passer comme ça. Mais j'ai quand même fait mon premier film, ouais, j'avais 38 ans. Donc j'étais quand même vieux. C'est une réussite vraiment tardive. Mais bon, réussite, je grossis le mot. Mais je veux dire. Ah bah si, ça a plutôt bien marché quand même. Oui, ça a plutôt bien marché. Mais je pense que les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Avant, c'était pas le moment. Après, c'était trop tard. C'était à ce moment-là. Donc j'ai aussi compris que ça sert à rien parfois d'être trop pressé
Aujourd'hui, je vois plein de gens qui sont pressés. Ouais, je veux faire mon film, je veux faire mon truc. Parfois, c'est pas le moment. Il faut juste la maturité, il faut juste le bon moment, il faut le bon concept, la bonne idée, la bonne rencontre. Et quand tout s'aligne, tout s'aligne. Et en plus, moi, j'avais 38 ans, mais avant ça, je côtoyais des gars qui avaient du succès devant moi. Et je n'ai jamais été jaloux. Il y avait des Fabrice, des Thomas, ils avaient des 2 millions d'entrées. Et moi, j'étais là, j'étais en galère, j'étais en chien. Mais j'attendais mon tour et mon tour, il est arrivé. J'ai su être patient et voilà. Je crois que c'est un bon conseil. Et après, tout simplement noir, il y a. Je reviens un peu aux séries parce qu'on est dans un festival de séries. Ouais, quand même. Ouais, quand même. Il y a eu En Place aussi. Justement, c'est plus simple à faire En Place une fois qu'on a eu tout simplement noir. Tu veux dire plus simple à produire? Oui. Ouais. Ouais. Non, mais en fait, Netflix, moi, je voulais pas du tout faire de série à la base. Ah, j'ai peut-être fait une bavure. Non, moi, je n'étais pas dans les séries. J'aimais bien, mais je me disais pas, je vais faire une série. Et quand Tout simplement Noir a marché, Netflix, ils m'ont appelé pour travailler avec moi, mais je voulais pas spécialement. Moi, je faisais autre chose. J'étais acteur, je tournais dans des trucs et tout. Et puis, je leur ai pitché l'idée de Tout simplement Noir, de En Place. Et quand j'ai pitché En Place et tout, j'ai envoyé une demi-page et tout. Ils ont kiffé et on a été dessus. On a été à fond dessus. Et du coup, après, Tout simplement Noir, j'ai fait En Place. J'ai une petite scène à montrer de En Place. Vas-y. C'est dans la saison 2. Ouais. Stéphane Blé est président et c'est tourné à l'Élysée. Ouais, c'est tourné à l'Élysée. Et je m'en rappelle, quand on préparait le tournage de la saison 2, il y a une scène où on doit rentrer, on doit faire cette scène-là à l'Élysée. Et toute l'équipe technique, je dis, mais venons, on la tourne à l'Élysée, non? Et mon équipe technique, ils disent, oh, comment il abuse, lui, oh. Genre, tu crois vraiment, mais JP, ça n'existe pas, tourner à l'Élysée. Genre, c'est un truc, ça n'arrive jamais, tout ça. Je dis, mais envoyez au moins le mail qui refuse et après, on tourne ailleurs et tout. Ils étaient là, la directrice de prod qui était très gentille, qui disait, bon, vas-y, lui, il commence à saouler les gens. Ok, bon, on envoie le mail, allez, on envoie le mail, mais on te propose d'autres trucs et tout. C'est pas, on envoie le mail, frère. Allez, 2 semaines après, Macron, il répond, tout. Il dit, ouais, vous pouvez venir. Je dis, alors parce que je crois qu'ils avaient bien aimé la saison 1 et tout. Et donc, ils ont été... Mais par contre... je sais pas si je peux dire ça. À un moment donné, on est entre nous, il n'y a personne. On est entre nous. À un moment donné, il y avait un des conseillers de Macron qui avait dit « Pourquoi j'ai peur? Vas-y, je m'en fous. » Et il y avait un des conseillers de Macron qui a dit « Ouais, vas-y, le président, il aimerait bien venir sur le tournage pour vous dire bonjour. » Et moi, dans mon équipe technique, c'est que des intermittents du spectacle, un peu vénères et tout. Ils étaient en mode vas-y, s'il arrive, je me barre, frère, il n'y a pas moyen, je dis bonjour. Il n'y a pas moyen, je lui dis bonjour, je me casse s'il arrive. Mais il n'est pas venu, donc j'aurais dû gérer et le fait d'être à l'Élysée et des gars qui ne veulent pas serrer la main à Macron. Je suis là, waouh. Mais c'est bon, il n'est pas venu et tout, mais... Et ouais, non, c'était une bonne expérience. Mais ça représentait quoi aussi, en fait, de tourner à l'Élysée pour justement le petit Jean-Pascal Zadi qui venait de If, à côté de Caen, enfin... Là, tu veux que j'ai des problèmes, hein? Ouais. Qu'est-ce que ça représentait? Pour tout te dire, en fait, quand on avait fait Tout simplement Noir, à l'époque, on avait été invité à l'Élysée pour projeter le film. Moi, je voulais pas, frère. Je voulais pas aller à l'Élysée. Je voulais pas aller là-bas, regarder mon film avec lui et tout. Je voulais... Donc, il me laissait des messages et tout. Ouais, alors, ses conseillers, oui, alors quand est-ce qu'on peut faire la projection? Je répondais même pas. Et un jour, ils m'ont laissé un message sur mon répondeur, les gens de l'Élysée, là, et mon père, il m'appelle juste après. Et mon père, il m'appelle et tout, et je lui dis, oh, papa... L'Élysée, là, ils m'appellent, ils veulent que je leur montre tout simplement là. Vas-y, ils me fatiguent, vas-y, j'ai pas envie, moi. Moi, c'est la rue, j'ai pas le temps, papa. Mon père, il me dit, mon père, lui, c'est un vrai Africain. C'est pas comme moi, imitation. Là. Lui, c'est un vrai. Il dit, mais mon fils, moi, mon fils peut aller à l'Élysée et puis tu vas pas aller? Mais tu es bête ou quoi? J'étais là, mais quoi? Il me dit, non, c'est trop important. Si moi, je peux pas aller à l'Élysée, JP, si mon fils peut au moins aller à l'Élysée une fois, vas-y, tu vas nous raconter après. Après, j'ai mal fait l'accent, mais il a un accent un peu. Et du coup, comme mon père, il m'a forcé à y aller, c'est pour ça que je suis parti à l'Élysée. On a fait la projection de Tout simplement Noir. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je ne vais pas me la raconter, mais je connaissais déjà, frère.
J'avais déjà été. Pour moi, c'était rien du tout, frère. J'étais pas subjugué par le truc. Tu vois. On dirait c'est un peu une séance de coaching, cette masterclass. C'est soyez patient, osez envoyer des mails à l'Élysée. Enfin, il y a un petit peu grosse séance de coaching. Peut-être. Parce qu'en fait, il y a un truc intéressant entre En Place, Tout simplement Noir et même Le Grand Déplacement, c'est qu'à chaque fois, vos personnages, c'est des types sur qui on ne miserait pas au départ et qui tentent des choses, qui vont vers accomplir quelque chose de grand, en fait. C'est vous ? Ouais, c'est moi. C'est tout le temps moi. Ouais, je me suis rendu compte. Un jour, j'en parlais avec Michel Hazanavicius et le mec qui se la pète. Wow. Non. Le name dropping. J'en parlais avec un pote qui s'appelle Michel et je lui disais, mais j'ai l'impression que je fais toujours la même chose. C'est toujours l'histoire d'un gars sur qui personne ne miserait un copec et à la fin il fait quelque chose de grand. Je dis, mais quand je fais des séries, des films, des trucs, je raconte toujours la même chose. Et Michel il m'a dit, bah ouais, moi aussi c'est mon grand drame. Je dis, mais c'est quoi tes films? Il me dit, bah c'est toujours un mec un peu vieux qui est dépassé par les événements. Il me dit, c'est ça OSS, c'est ça son truc le Redoutable et tout. Il me dit, ouais, moi aussi je crois que je fais toujours la même chose. Et j'ai l'impression que quand tu as une trajectoire de vie ou quand tu es un réal et tout, en vrai, tu changes l'univers, tu changes un peu les persos, mais tu racontes toujours ton histoire. Et moi, mon histoire, c'est vrai que c'est celle de Tout simplement Noir, c'est celle d'En Place, c'est celle du Grand Déplacement. C'est quelqu'un sur qui on miserait pas et qui surprend tout le monde. Et je crois que c'est un peu l'histoire de ma vie. Et j'aime bien même l'idée d'être un nul qui surprend tout le monde. J'aime pas trop la position actuelle. Des gens qui trouvent que je suis trop cool et tout, ça me saoule un peu. J'aimais bien quand j'étais un loser, que personne ne calculait et qu'on disait, oh lui il est trop nul, il va rien faire. J'aimais bien cette position-là. Oui, parce que tu avais envie de te battre en fait finalement. Ouais. Et là maintenant, là avec mon dernier film, c'est vrai que ça me remet dans la position un peu du nul qui va... Ouais, mais, mais j'aime bien la position du gars qu'on n'attend pas et qui surprend tout le monde. Je trouve que c'est la meilleure position. Je reviens rapidement sur le César, parce que Tout simplement Noir a eu un César. Ouais. Enfin, tu as eu un César, Révélation, pour Tout simplement Noir. Est-ce que... Ouais. 3 fois rien. D'ailleurs, il est rangé où, ce César ? Non, il est rangé sur une bibliothèque et tout. Mais si je peux dire un truc, en fait, un César, en vrai... Non. C'est lourd. Non, c'est pas ça. C'est que ça fait plaisir plus aux gens que à toi, quoi. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un César. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être épanoui, d'être heureux, de m'occuper de ma famille, être là pour mes potes. Mais j'ai vu que le César, genre, ça fait plus plaisir aux gens qu'à moi. Ça fait plaisir à mes sœurs qui ont pleuré, tout ça, tout. Je dis, mais pourquoi vous pleurez? Je sais pas. C'était trop contente. Mais par contre, il y en a qui en avaient rien à cirer de mon César, c'était mes enfants. Parce que si je peux raconter, c'est que vraiment, genre, quand la cérémonie des Césars elle est passée, il y avait la finale de Koh-Lanta ce jour-là. Donc les gars, je rentre, ils n'ont même pas regardé, frère. Ils sont même pas au courant que j'ai un César. Je rentre et tout, je vois, et alors, tout le monde s'en fout. Ah ouais, t'as gagné? Ah ok, ils passent à autre chose. Et là, il y a pas longtemps, j'avais un peu présenté la cérémonie des Césars et l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Et donc, j'étais un peu stressé et tout ça. Et je sors de la scène et tout. Je dis, je vais appeler les enfants pour voir et tout. J'appelle. Allô, alors, vous avez vu et tout? Il dit, quoi, c'était tout à l'heure? Ils ont même pas regardé, frère. Quelle bande d'ingrats. Ils sont trop durs. Mais justement, parce on s'était parlé un petit peu avant, et quand même, le César, est-ce que, d'une certaine façon, est-ce que tu as un problème avec la légitimité? Bah oui. Est-ce que le César... c'est même pas une question, évidemment. Alors, est-ce que justement, un César, ça te fait pas dire, bon, en fait, si, c'est bon, j'ai le droit de faire ce métier. Jamais. C'est bon, non? Non, non. Ah non, ça valide pas quelque chose? Ça valide pas, non, c'est juste... Ouais, vite fait. Mais non, la légitimité, je pense que c'est un travail de toute une vie, de se dire que je suis légitime, que je suis à ma place. Bien sûr, quand je viens sur un plateau de tournage et tout, je sais que je suis bien, je suis content d'être là, que c'est ma place, que je peux proposer des trucs et tout. Mais en fait, tellement c'est arrivé tard et tellement genre...
quand je regarde les gens un peu dans le métier, je vois que je suis un peu différent d'eux. Du coup, j'ai du mal à me dire que ouais, je suis légitime, je suis un acteur. Et... Déjà, même des fois, tu sais, tu vas chez le médecin et tout, ou des trucs, je sais pas, pour te faire masser. Parfois, on dit ouais, c'est quoi ton métier? J'ai du mal à mettre acteur, frère. J'ai du mal. Et il y a pas longtemps, j'étais à une avant-première avec Raphaël Quenard et tout. Et il y a une journaliste qui m'a dit, pour Le Rêve américain, un film dans lequel j'ai joué, elle dit ah, mais c'est trop bien le film et tout. Et en plus, ouais, c'est sûr que ça va marcher vu les stars qu'il y a dedans et tout. Moi, j'ai regardé la journaliste premier degré. J'ai dit mais qui? C'est pour vous dire tellement c'est ancré en moi. Et après, elle me regarde et dit mais toi et Raphaël? En fait, je pense que c'est un truc que j'aurai peut-être toute ma vie, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est bien comme ça, parce que si tu commences à te sentir légitime, c'est le début de la fin. Moi, à chaque fois que je fais un truc, j'oublie pas que ça peut être nul, j'oublie pas que je peux faire n'importe quoi. Et donc, c'est bien de sentir qu'il faut se battre, quoi. Et en tant qu'acteur, justement, parce que il y a plein de films dans lesquels tu as joué. Il y a Coupé, L'année du requin, Le procès du chien, Prosper, que tu as produit aussi, d'ailleurs, Ouais, Prosper. on produit, frère. Comment? Allez, dans la production, cousin. Oui, et 12 doigts production. Ouais, c'est ça ouais. Parce que 12 doigts, je crois que c'est un truc familial. Ouais, 12 doigts, parce que je suis né avec 12 doigts, c'est pour ça. C'est quelque chose de familial. Ouais, mon père est né avec 12 doigts et ma fille est née avec 12 doigts. Et donc, quand je vais faire une boîte de production, tu connais, je vais pas me fatiguer. 12 doigts. Et là, le rêve américain qui cartonne aussi, justement, c'est pas un rôle aussi attendu où on te voit, parce que t'es un personnage plutôt sérieux. Ouais. Voilà. Est-ce que ça te donne encore plus envie d'aller vers ce type de personnage? Ouais, non, c'était trop bien en fait de faire le rêve américain parce que du coup, ça. Bon, je savais que j'étais capable de faire ça, mais c'était bien que les gens le voient aussi. Et donc là, je reçois maintenant beaucoup de scénarios sérieux, tout ça, où c'est pas de la comédie. Et j'ai vraiment hâte de tourner ces trucs-là parce que du coup, ça m'ouvre vers autre chose. Et la comédie, je sais que je sais la faire, je sais que je peux le faire et tout, mais c'est super de découvrir d'autres choses, d'aller vers d'autres cinémas, d'autres réalisateurs. Là, j'ai reçu 2 trucs hyper sérieux et tout, mais c'est pareil. Tu sais, quand j'ai fait Tout simplement Noir, tellement je me sens pas légitime, quand on m'envoyait des scénars et tout, je disais à mon agent, quand il disait ouais, on a reçu ça et tout, je disais ah ouais. Et à chaque fois que je recevais un scénar, j'étais en mode mais t'es sûr et tout. Et à un moment, mon agent, il en a eu marre. Il a dit c'est bon, arrête tes conneries, JP. T'es un acteur, c'est normal que tu reçoives des scénars. Donc là, quand j'ai reçu les scénars sérieux et tout, j'avais un peu le truc de ah ouais. Et je suis trop content. Et voilà, c'est des films qui vont se tourner cette année que je vais faire et je suis trop content. Et justement, en dehors de la comédie, je vais revenir sur les séries, quand même. Moi, je répète, le festival de séries. Qu'est-ce que tu regardes comme série? Alors, moi, j'aime pas trop les séries humoristiques. J'aime bien les séries d'horreur. J'aime bien les séries d'horreur, les trucs... j'aime bien les trucs de thriller. J'aime bien les trucs Jeffrey Dahmer. J'aime pas les trucs genre marrants. Parce que déjà, je rigole toute la journée. J'ai pas envie de regarder un truc et genre, je vais rigoler encore, tu vois, et ça me saoule. J'ai envie de passer par autre chose. Donc, je suis plutôt un fan de séries un peu d'horreur. Ouais, voilà, exactement ça, ouais. Oui, Tchernobyl, par exemple, grosse comédie. Ouais, Tchernobyl, j'adore. C'est au moment où ça a foiré à Tchernobyl et il y a eu le nuage. Le fameux nuage qui passerait pas la frontière. Ouais, exactement. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça incroyable. Et des séries comme Small Axe aussi. Oui, Small Axe. Ça, c'est. J'en parle aussi parce que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que je fais exprès. Oui, Small Axe, c'est Steve McQueen. Ouais, Steve McQueen, qui est un de mes réalisateurs préférés. C'est une série avec des épisodes d'1 heure, 5 minutes, 30 minutes, machin, qui raconte un peu la vie des Londoniens noirs à l'époque et tout. C'est trop extraordinaire. C'est trop super génial. Et justement, est-ce que d'aimer ça, ce type de séries qui ne sont pas de la comédie, ça te donnerait pas envie, toi, de faire des séries comme ça? Des séries ou des films, ou en tout cas quelque chose qui ne soit pas de la comédie. Ah oui, non, mais c'est clair. De toute façon, là, dans les prochaines années qui vont venir, je ferai plus de trucs un peu thriller, un peu drame, un peu d'action aussi. Donc ça, c'est prévu. Mais je sais que la comédie, c'est vraiment ce que j'aime. C'est vraiment mon langage primaire. C'est vraiment ce que j'ai en moi. Donc je vais faire de la comédie. Mais là, les prochains films dans lesquels je vais jouer, là, ce sera vraiment pas de la comédie. Et en tant que réalisateur aussi, tu as ce projet-là? Oui, en tant que réalisateur aussi, oui, j'ai des projets que j'écris qui ne sont pas de la comédie. Et je trouve ça trop bien d'être libre et de se surprendre et de surprendre les gens. Je suis trop content, la vie, c'est vraiment pas mal.
J'aime bien, c'est vraiment pas mal. Je te jure, hein, c'est pas mal. Au début, ça peut être un peu galère, mais quand tu te bouges un peu, j'ai l'impression d'être Sarkozy quand je dis ça. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on y croit un petit peu, on peut quand même faire des trucs pas mal. Je suis vraiment la preuve. Si vraiment moi j'ai réussi à faire tout ça, moi vraiment je veux pas m'auto-flageller, mais si moi j'ai réussi à faire des trucs, c'est que vraiment n'importe qui peut faire des trucs. Voilà, c'est ce que je peux dire. Moi, clairement. Avant de laisser les questions au public aussi, juste parler des projets proches. Je crois qu'il y a Surveillant, qui est une série qui va arriver cet été, si je ne dis pas de bêtises. En septembre. Ouais, c'est l'été encore. Ouais. En septembre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de Surveillant ? Alors, Surveillant, c'est une série qui est réalisée par vraiment mon meilleur ami. Enfin, moi, je le considère comme mon meilleur ami. Je ne sais pas si lui, une petite photo, là. Comme ça. C'est réalisé par John Wax, avec qui j'ai co-réalisé Tout simplement Noir. Et c'est une série qui se passe en prison. Et c'est des surveillants. Et c'est un faux documentaire. Et c'est Audrey Lamy, Benjamin Tranier, Eva Huyot, moi, Ramzi Bedia, François Damien, Hakim Djemili. Et c'est de la comédie. Et c'est vraiment trop marrant parce que les blagues, elles vont trop loin. Et John et moi, on adore et tout, les blagues qui vont trop loin. Donc, c'est vraiment des comédies pour être outré. Genre, tu regardes le truc, t'es outré, en même temps, tu rigoles. C'est trop bien. Ça sort en septembre. Et toi, tu travailles sur quoi ? Enfin, pour toi, oui. Oh là là. En tant que réalisateur. Est-ce que tu peux dire quelque chose de ce que Oui. Non, j'écris, là, en ce moment, j'écris 2 films. J'écris 2 films avec des amis d'enfance. Un avec les 2 mecs qui étaient dans Craignos. Jérôme et Lotfi, qui sont vraiment des amis d'enfance, et un autre avec une réalisatrice qui s'appelle Manel Labidi. Voilà. Il y a des fans. Voilà, et donc voilà, j'ai écrit ça, et puis en même temps, je prépare des rôles pour des films et tout, et en même temps, je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de ma fille, mes enfants, mes potes, ma famille, tranquille. C'est du taf aussi. Ouais, c'est du taf, mais c'est le mieux. S'occuper de sa famille, de ses enfants, de ses potes, être là pour les parents. En fait, quand tu remets ça dans le centre, tu te rends compte que tout le reste, en fait, c'est pour ça. Donc c'est ça le plus important. Et je crois que beaucoup de gens partagent cet avis, moi aussi. Ouais. Il y avait eu l'idée, c'était un projet autour de Boris Vian. C'était toujours le cas c'est sur J'irai cracher sur vos tombes. J'irai cracher sur vos tombes. Je suis en train de l'écrire et tout avec une scénariste qui s'appelle Karine Chassol. On a les droits du livre et tout. On est en train de taffer dessus et ce sera pas de la comédie, pas du tout. Ça, moi, j'ai très envie de le voir. Ouais, ça va être pas mal, franchement. Je me tourne vers vous. On va peut-être pouvoir un petit peu rallumer. Et est-ce qu'il y a des micros qui vont pouvoir circuler ? Si vous avez des questions pour Jean-Pascal, c'est maintenant. Et s'il n'y a pas de questions, c'est pas grave non plus. Hein. Tu crois, toi, qu'il n'y aura pas de questions ? Ouais. Oui. Chez nous, tranquillement. Là, il y a une question là-bas. Oui. Alors, si vous pouvez, levez-vous. Ouais, merci. Ouais, si vous pouvez. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir. Nicolas. Enchanté. Pas les garçons. Hein, moi, j'aime beaucoup votre carrière. J'ai suivi ça déjà depuis quelques années. Et moi, je travaille pas mal sur les questions de diversité, d'inclusion, et notamment dans le champ de la culture. Et je voulais avoir votre point de vue justement sur comment est-ce qu'on peut amener encore davantage de diversité dans les séries, dans le cinéma, que ce soit avec des acteurs qui viennent d'origines sociales différentes, qui sont en situation de handicap, etc. Parce que je crois qu'on a besoin de ça, c'est le reflet de notre société. Et puis vous en êtes une belle illustration aussi. Merci beaucoup. Oh, mais c'est trop gentil ça. En fait, je pense que la situation, elle changera quand il y aura plus de diversité à la production, à la distribution, dans les chaînes. En fait, on ne peut pas changer les choses qu'avec les acteurs. Il faut que toutes les strates en fait, de la société et de l'audiovisuel soient impactées.
Parce que quand on fait une réunion, je sais pas moi, de production et que c'est que les mêmes profils, et ben après le film ce sera le même profil que les gens qui ont fait la réunion. Donc je pense que c'est pas une question que d'acteurs, il faut plus d'acteurs différents, plus de réalisateurs et de réalisatrices différents, plus de gens dans les productions aussi différents. C'est pour ça que j'ai monté 12 doigts production. Ma production, en fait, je fais en sorte de raconter des histoires que je vois pas avec des profils différents. Et c'est pour ça d'ailleurs on a produit que des trucs avec des meufs pour l'instant. Mais, mais ouais, on a fait Yo Mama et là on a fait, comment ça s'appelle, L'arnaqueuse avec Fadili Camara et Josiane Balasco. Mais c'est la raison pour laquelle voilà, je me suis lancé dans la production parce que je veux ouvrir les imaginaires, ouvrir le champ d'action et montrer plus de différences, plus de choses. Voilà. Bon, voilà. Non, parce que vraiment. Je crois qu'il y a des conseils à prendre à la fin de cette masterclass. Hein, vraiment, soyez patient, osez et surtout ouvrez un peu les imaginaires. Et mentez, surtout mentez. Et mentez. Mentez Pas s'en outrageusement. sortir en disant que la vérité, c'est pas possible. Est-ce que oui, là, ici, merci. Ayoka. Ayo. Alors, j'aimerais savoir, lors de ton film Le Grand Déplacement, Ouais. qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as pu tourner en Côte d'Ivoire Ouais. avec des acteurs connus? Qu'est-ce que tu as ressenti personnellement? Est-ce que tu as ressenti je sais pas, certaines émotions ou... Non, j'étais trop content de pouvoir tourner en Côte d'Ivoire. Surtout que mon père a tourné dans le film aussi. Et c'était, pour moi, la boucle elle a été bouclée parce que mon père il vient de Côte d'Ivoire, mon père il est ivoirien. Moi, j'ai fait plutôt des trucs en France, je suis plutôt français quand même. En vrai. Et, et le fait d'aller en Côte d'Ivoire, pour moi, c'était vraiment émouvant de mettre mon père en... Mon père, il a fait un peu de figuration dedans, mais il avait déjà joué dans Tout simplement noir. Mais mon père, il est trop marrant, frère. Et quand il est figurant, tout ça, je peux pas t'expliquer. Quand il regarde comme ça, l'équipe technique comme ça, il arrive le matin, il voit sur le temps, il dit il y a du monde, hein? Donc déjà, je l'ai mis en figurant au moins, allez, une semaine, juste pour rigoler, juste pour le regarder. Et ouais, c'était hyper émouvant parce que quand je vois le trajet qu'ils ont fait, ils ont quitté la Côte d'Ivoire en 77, ils arrivent en France, moi je nais en 80, après je tourne des films, après je le ramène en Côte d'Ivoire pour tourner un film. C'était vraiment très émouvant et c'était trop bien. Et en plus, les enfants sont venus aussi sur le tournage, donc ils étaient là, c'était trop bien. Merci. Merci. Alors, qui a le micro? Juste ici, là. Alors, Ouais, c'est là. juste là où? En haut, tout en haut. En haut? Ah, ok. Je lève la main. En vert, ouais. D'accord. Ok, Ah oui, vas-y. d'accord, ok. Coucou. Ok, Du coup, salut, déjà merci pour cette masterclass. salut. Je voulais juste te dire, tu parlais tout à l'heure d'icônes, de gens qui t'ont donné envie, qui sont ouvert la voie, comme Jamel Debbouze, etc. Ouais. Je sais que tu as un peu le syndrome de l'imposteur, pardon, c'est ce que tu disais. Totalement même. Mais sache que pour des gens comme moi et des gens ici dans la salle, je sais que tu es aussi un peu un symbole. Parce qu'avec ce que tu fais, avec En Place, avec Cocorico, etc., t'arrives vraiment à placer des messages, comme tu le disais, pour des gens issus de la diversité. Et ça nous donne envie, tu vois. Et avec ce que tu as fait et tout ce que tu as raconté dans cette masterclass, ça nous pousse encore plus à faire, à créer, à oser envoyer des mails, même à se casser la gueule, etc. Et du coup, comme j'ai beaucoup aimé En Place la saison 2, etc., je voulais savoir, est-ce qu'il y aurait peut-être une saison 3 qui va arriver? Est-ce que pour Cocorico aussi, est-ce que tu vas faire une suite? Ouais. Parce que je trouve que c'est des séries qui ne sont pas que drôles, mais qui vraiment, quand on les regarde, ça nous donne envie de créer, de faire plus, de faire passer des messages. Et voilà, je voulais juste savoir s'il y avait une suite à tout Il ça. est trop gentil, lui. Alors, En Place, on a arrêté parce que j'étais fatigué. En fait, je faisais trop de trucs. Et Cocorico, on va faire une saison 2 parce que ça prend moins de temps. Mais en tout cas, merci pour le message que tu m'apportes et tout. Ça me donne vraiment beaucoup de force. Parce que moi, dans mon quotidien, j'ai pas l'impression que j'apporte quelque chose aux gens, tu vois. Moi, je m'occupe de mes enfants. Et c'est trop gentil, c'est vraiment trop gentil et ça me touche. Et voilà, si je peux te donner un conseil et tout, c'est que vraiment, je le dis vraiment en toute humilité, je rigole pas quand je te dis ça. Si vraiment moi j'ai pu faire quelque chose de ma vie, je vous jure que je partais tellement loin, c'est que vraiment c'est à la portée de beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'il y en a, c'est pas dur d'être mieux que moi en fait, c'est ça que je veux dire. Donc je pense qu'il faut que tu continues, il faut que tu te battes, il faut que tu y crois, il faut que tu y ailles et n'écoute pas ce que les gens ils vont te dire parce que souvent les gens, et puis la famille surtout, ils ont peur pour leurs
gosses et tout, donc ils disent non mais tu vas pas y arriver, tout ça. Faut surtout pas les écouter. Écoute-toi toi-même parce que la solution elle viendra de toi, quoi, pas des autres. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Pardon. Je suis là. Là, oui. Juste là. Là, par là. Si. Bonjour Jean-Pascal. Salut. Ouais. Nous, on s'est vus à Cannes. Ah. Il y a quelques temps, on a même fait des photos ensemble et tout. Ah, cool. Je suis Michel Courcil. Je suis le président d'un festival qui s'appelle Afroclap, qui est ici à Lille, un festival international du cinéma panafricain. Et je me demandais si dans l'avenir, tu prévoyais, puisque tu as parlé de Côte d'Ivoire tout à l'heure, de mettre en avant des grands personnages de l'Afrique. Oui. Est-ce que dans tes projets, tu envisages cela? Oui, c'est prévu. C'est prévu de faire des figures un peu historiques africaines parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui traitent de ce sujet-là. C'est pour ça. Il y a eu Fanon il n'y a pas longtemps qui était super. Et oui, non, t'inquiète, c'est prévu, mais c'est juste que voilà, chaque chose en son temps. Au début, j'ai fait ce que je savais faire et tout, plus la comédie et tout, et maintenant, je me dirige plus vers ça et tout, donc ça va arriver. T'inquiète. Et tu es bienvenu quand tu veux à Afroclap, notre festival. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, Ah. alors, où ça? Ici, là, en haut, Là, c'est pas... Ah, ok. ouais. plus haut, peut-être vers la droite. Ah oui, d'accord, là-bas. Là, en haut. ouais, Très bien. c'est moi. Ouais, ok. Ouais. Bonjour, déjà merci pour cette masterclass. Je m'appelle Warren et du coup j'ai un peu structuré ce Oh, que la j'allais chance, dire. tu t'appelles Warren. Ouais, c'est Cool. classe, hein. J'aime trop les gars qui ont des beaux prénoms, frère. Merci. Waouh, ok, ça va être en 3 temps. Je vais essayer de faire vite. Tu as parlé de ton parcours. Je vois en toi une sorte de modèle, ton regard, ton parcours, ta légitimité en tant qu'acteur et le fait qu'on n'aurait pas forcément misé sur toi au départ prouve que tout le monde peut réussir. Toi-même, tu l'as dit. Si tu pouvais parler au Jean-Pascal du début, celui qui doutait peut-être encore, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, est-ce que tu te vois seulement comme quelqu'un qui a réussi ou comme quelqu'un qui a la responsabilité d'ouvrir la voie pour les autres? Et quand tu auras fini de me répondre à la question, je vais juste dire un petit truc vite fait. Et voilà. Il y a un gros programme, mais... ouais. Yes. Non, la première question, c'était est-ce que quoi déjà? Qu'est-ce que tu dirais au Jean-Pascal moi du début, qui suis celui petit. qui doutait? Non, mais alors... Non, le Jean-Pascal, déjà, j'étais très heureux quand j'étais petit. J'ai vraiment bénéficié d'un cadre absolument paradisiaque. On était très pauvres, c'est vrai, mais on rigolait bien. Donc j'étais très, 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 très heureux. Et je lui dirais à JP quand il était petit de continuer et de faire exactement la même chose. De se construire petit à petit, de garder ses doutes et de continuer, en fait. Je lui dirais juste, continue ce que tu as fait, c'était parfait. Je lui dirais ça. Et Ok. après, c'était quoi La deuxième question, c'était est-ce qu'il se voit comme quelqu'un qui a réussi ou comme... Ou comme quelqu'un qui peut avoir la responsabilité d'ouvrir la voie aux autres. Alors, je me vois pas du tout comme quelqu'un qui a réussi, mais archi pas. Vraiment pas. Je me vois comme quelqu'un qui se débrouille, qui travaille, qui essaye de faire des trucs, qui se remet en question et qui essaye de s'améliorer. Et est-ce que j'ai une responsabilité? C'est ça un peu, non? Oui, Oui, quand même un petit peu, parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je fais un truc, je peux être très critiqué, les gens ils peuvent même m'insulter, mais bon, ça c'est normal, je l'accepte. Mais je me rends compte que oui, j'ai une responsabilité parce que les prises de parole en tant qu'homme noir, comme il n'y en a pas beaucoup, du coup, dès que tu prends la parole, ça focalise, ça cristallise un peu. Et moi, c'est pas mon but dans la vie d'être un modèle et de représenter les gens, mais je sais que par nécessité, c'est ça. Donc j'essaye de faire un petit peu attention quand même à ce que je fais. Et après, c'était quoi? Je crois qu'il y avait un mot de, Ouais. il y avait un mot de clôture. Il y a un dernier truc. Est-ce que... Frère, monopolise pas la parole. Non. Un dialogue entre toi et moi, frère. C'est une masterclass. Juste pour savoir, est-ce que tu es toujours sur l'île demain matin? C'est très perso. Hein. Non, mais je pars demain à 10h, je crois, un truc. Ah comme ça. mince, ok. Oh, Tant pis. tant pis. Une prochaine Tant fois. Merci beaucoup. On va prendre encore 2 questions. Ici, là, ici. Attends, c'est où ici? Ici, là, en haut.
Oui, voilà. Tout là-haut, d'accord. Merci. Ah, ok. Oui. Oui, au parce que là, poulailler. c'est pas clair. Ouais. Alors, moi, ça fait juste 1h30. J'avais envie de vous poser la question. Juste le nom de la boîte de nuit qui vous avait refoulé, vous vous en rappelez Ou l'adresse. Franchement, je connais pas le nom de la boîte, mais c'est vrai que. Au Folies. Je Le sais monsieur pas. devant, il dit au Folies. En tout cas, les gens qui nous parlaient devant, ils n'étaient pas très français. Ils parlaient pas bien le français. Et c'est vrai qu'on tournait, on tournait l'Amour Ouf avec Raphaël et François et tout. Ça galérait pas mal à l'hôtel. Et un jour, on se bouge et tout. On se dit, vas-y, venez, on taille vite fait et tout. On marche, tac. On voit qu'il y a des jeunes qui vont dans un endroit. C'est un endroit où il y a beaucoup de boîtes. Il y a une longue rue comme ça et il y a beaucoup. C'est à Solfé ou Masséna, hein. C'est par là. Voilà. Et du coup, avec Raphaël et François, tout, on dit vas-y, on va y aller, tout tranquille. On arrive vraiment confiant, frère, en mode un peu restart du cinéma français. Tout. L'autre, il nous regarde comme ça, il dit c'est pas possible, mettez-vous sur le côté. Et vous n'avez pas essayé de... Civil, il me tait mal comme ça. Après, j'avoue, on était un peu vénère et tout, donc du coup. Il y avait plein de petits jeunes qui nous prenaient des photos et tout. Et après, les vigiles, ils comprenaient pas. Mais les petits jeunes, ils nous prenaient des photos. Et après, moi, j'ai commencé à dire et tout au gars de la boîte et tout. Ouais, de toute façon, elle est nulle, ta boîte et tout. On voulait pas rentrer. Et il s'est un peu énervé. Il a dit, bah c'est bon, vous dégagez maintenant. Après, on est parti un peu comme des pouilleux et tout. Mais c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai eu Raphaël au téléphone tout à l'heure. On en a parlé et tout. Bah, maintenant, pour moi, Lille, c'est la ville où je me suis fait recaler. Mais vous vous rappelez pas du nom, quoi. Non, franchement, je me rappelle pas. Bon, merci beaucoup. Merci pour ce super moment avec vous. C'était vachement émouvant. Oh, merci. Merci. Et on va prendre une dernière question. Qui a le micro? Ah, là, ici, jeune homme. Très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait oser. Alors, j'ose. Je suis comédien. Et est-ce que je peux vous donner mon CV artistique? Vas-y, viens. Je peux? Vas-y, viens. On va prendre une autre question. Lui, il me donne son CV. Ça va? Serre-moi la main, frère. Ah, vas-y, merci, je vais regarder ça. Vas-y. Voilà quelqu'un qui a pris les leçons de cette Non, masterclass. mais il faut. Après, est-ce que je vais le rappeler? C'est autre chose. On n'a pas dit que les résultats étaient obligatoires. Hein. On a dit qu'il fallait essayer déjà. Donc, on va prendre une autre dernière question. Oui, qui a le micro? Est-ce que quelqu'un a un micro? Là, ici. Là. Ouais. Ok, je pensais pas du coup que c'était moi. Fallait pas lever la main. Hein. Merci. En fait, c'est plutôt pour finir et comment dire. Je suis un ami de Chatchenouga. Oh, voilà. C'est mon gars, lui. Oui, c'est un très bon gars. Et je pense que là, tu as exprimé beaucoup de choses contre toi et tout ça. Karim Leclou a parlé de l'année dernière, c'était au César, que c'était qu'il a été en soi élu et tout ça parce qu'il était gentil. Thomas Ndijol aussi, pendant Sérimania, là, cette édition, il s'est exprimé aussi qu'il était du fait d'être gentil et qu'il fallait faire attention aux autres, que c'était de la bienveillance. Est-ce que tu ne serais pas un gentil aussi, toi? Parce que tu n'arrêtes pas de dire des choses contre toi, mais tu ne serais pas un gentil? Et ça, c'est pas à moi de le dire. Je peux pas dire que je suis gentil. Attends, j'ai posé la question alors. Est-ce qu'il est gentil? Ça, je peux pas dire que je suis gentil, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je sais que si je fais un truc pas bien, des fois, des fois, tu peux faire une blague et tout. Ça m'arrive parfois, j'en parle avec Raphaël souvent. Des fois, t'es dans un moment d'euphorie. Je peux faire une blague qui va faire du mal à quelqu'un. Le soir, je dors pas, frère. Je suis là, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je suis pas bien. Donc, je sais pas. J'essaye d'être la meilleure personne. Et je sais pas si je suis gentil, en tout cas. Je crois que se remettre en question après une blague qu'on a pu faire, c'est déjà une preuve qu'on est quand même quelqu'un de gentil. Peut-être. Je crois bien. Mais en tout cas... Attends, on va donner... on prend, d'accord, ok, très bien. Mais alors, à un moment donné, il va y avoir une question d'heure, mais ouais. Vraiment intérêt d'être bien ta question, frère. Mais oui. Oh, la pression. Je mets la pression. Exactement. Tout va bien. Hyper stressé. Tout va bien. Non, j'avais envie de dire merci beaucoup d'ouvrir la voie, surtout pour les personnes
où c'est pas forcément évident. Je pense aux personnes racisées, mais aussi les minorités qui sont souvent exclues, et j'en fais partie. Et je voulais juste te dire que j'adore ce que tu fais et que je suis comédienne aussi, donc si jamais tu cherches, je suis là avec grand plaisir. Merci, envoie un message sur Insta. Je fais ça. Vas-y. Merci beaucoup Jean-Pascal. Merci beaucoup Jean-Pascal Zadir. Je pense qu'on va encore l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, on peut y aller, hein.